Hep, aujourd'hui on est là pour un PDF, vous l'avez vu dans le titre. Sauf que j'ai renommé cette série, parce qu'à la base ça s'appelait Les problèmes dans le film. Et donc du coup j'ai décidé de renommer ça Parlons des films plutôt, parce que j'avais envie du coup de parler de films sans forcément qu'il y ait de problèmes dedans. Du coup cette vidéo est le deuxième PDF que j'ai fait. Et donc celle-ci va se concentrer sur une potentielle réalité à respecter dans la science-fiction, ainsi que des scénarios qu'on a l'habitude de voir dans la SF. Et donc tout ce que je veux dire m'appartient, c'est moi qui l'ai écrit. Du coup on va commencer avec les réalités qu'il faut en quelque sorte respecter dans la SF. Donc dans ces films-là, ce qu'il faut respecter, c'est par exemple une chute très haute. Normalement t'es censé mourir. Quand tu te prends une balle dans la tête, là aussi t'es censé mourir. La SF, bien que elle casse un peu les codes, il faut quand même qu'elle respecte ça et elle le fait très bien. Mais quelquefois, donc ces contraintes-là ne sont pas respectées, soit par oubli ou par besoin du film. Je veux dire qu'une personne normale, comme moi, ne peut pas résister à une chute de 15 étages. À part si on s'appelle Ethan Hunt, mais ça c'est un autre sujet. Mais par contre, dans la SF, il y a des êtres qui peuvent esquiver ces contraintes-là. Du coup, on va les appeler ici des esquiveurs, et la plupart de ces êtres-là sont issus de comics ou sont des super-héros. Donc David Dunn de Incassable, par exemple, lui, il peut esquiver donc la contrainte chute mortelle, par exemple, et en fait presque toutes les autres contraintes, sauf la contrainte noyade qui est sa seule faiblesse. Alors bien évidemment, il y a plein de faiblesses qu'on peut trouver. Imaginons qu'il y a une force cosmique que nous on connaît pas, même qui n'a pas été existée. Imagine, elle peut terrasser tout le monde. Enfin, je parle de ce qu'on connaît en termes de ce qui pourrait nous tuer potentiellement. Quicksilver et Flash, en fait, ils peuvent esquiver beaucoup de contraintes grâce à leur vitesse, mais sans ça, ils restent normaux. Ce que je veux dire, c'est que si on tire une balle, avec leur vitesse, ils peuvent l'esquiver. Mais tandis que s'ils dorment et qu'on tire une balle, là, ils ne pourront pas résister. Du coup, c'est pas la même vision d'esquiveur. Mais aussi, on peut esquiver ces contraintes-là grâce à des capacités rationnelles. Par exemple, grâce aux arts martiaux ou des sports de combat, ou tout simplement sans le faire exprès. Et dans ce cas-là, même sans le faire exprès, on esquive une contrainte. Si un homme me vise et que la balle m'arrive dessus, et imaginons je glisse, hop, je tombe et la balle passe là et me touche pas, en quelque sorte j'ai esquivé cette contrainte. Et pourtant je ne suis pas un esquiveur. Alors après il y a les contraintes compte à rebours ou temps de plongée qui sont rarement respectées, encore une fois pour les besoins du film. Et la plupart du temps c'est dans les films d'espionnage, et justement là encore une fois ils ne contiennent pas d'esquiveurs et peuvent esquiver donc ces contraintes. Et donc grâce à l'alter de Mirio, donc le million dans My Hero Academia, d'ailleurs c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, parce qu'à la base je voulais faire une vidéo sur l'intangibilité, parce que My Hero Academia a répondu à ma question comment fonctionne l'intangibilité. En gros, si vous savez pas ce que c'est par exemple le fait de traverser les murs. En gros, tu peux traverser la matière, on va dire ça. Et en fait, si tu utilises le pouvoir sur tout ton corps, tu vas t'enfoncer normalement à l'infini dans le sol. Et du coup, quand tu annules ce pouvoir et que tu es déjà dans une masse, donc que ce soit dans le sol ou par exemple dans un mur, au lieu de remplacer l'ancienne masse, c'est-à-dire, imaginons que je traverse ce mur, du coup, je suis dans les deux côtés en même temps, et si j'annule le pouvoir, moi je croyais que la partie du mur où j'étais allait disparaître et c'est moi qui allais la remplacer, sauf que non. Mirio a dit que deux masses ne peuvent pas coexister ensemble, et du coup il revient automatiquement en dehors de ce mur là, et ce qui revient en gros dans le manga une sorte de téléportation primaire. Et en fait, donc si tu veux traverser le mur, faut utiliser le pouvoir qu'à certains endroits de ton corps, parce qu'en fait le pouvoir supprime ta masse, et donc quand tu annules le pouvoir tu récupères ta masse, sauf que tu gardes toujours ton poids, et c'est ce poids là qui te fait chuter. Donc maintenant on va parler des scénarios fréquents que l'on peut trouver dans la SF, donc qu'elle soit sur un livre ou sur un écran. Il y a plusieurs branches scénaristiques qui sont les plus utilisées. Donc il y a par exemple l'espace-temps, même si les deux ne sont pas toujours mélangés. Il y a les univers alternatifs ou les mondes parallèles, des scénarios post-apocalyptiques, et les super-héros et des personnes avec des pouvoirs, mais ce thème-là je reviendrai sur une autre vidéo. Donc du coup je vais commencer avec l'espace qui sera divisé en deux parties. La première c'est l'espace que l'on occupe, comment se déplacer et tout, et le second c'est l'espace
dans le ciel avec d'autres planètes fictives ou celles que l'on connaît. Donc en soi, on peut tous voyager dans l'espace, que l'on soit esquiveur ou non, et je parle bien de se déplacer en quelques secondes d'un point A à un point B assez espacé, parce que là, je suis là, mais hop, j'ai voyagé dans l'espace en quelque sorte là. Donc par exemple, l'esquiveur Diablo, donc des X-Men, il a ce pouvoir-là, il peut se téléporter avec un nombre de personnes ou d'objets limités, donc d'un point A à un point B. Mais bien évidemment, tous les esquiveurs téléporteurs n'ont pas les mêmes facultés. Et pour se téléporter, certains doivent avoir déjà vu l'endroit où ils veulent aller. Et donc il y a aussi certains objets que l'on peut qualifier d'esquiveurs. Donc la voiture en quelque sorte et les moyens de transport sont des objets qui permettent de nous faire voyager dans l'espace. Mais de manière fictive, on a par exemple la gemme de l'espace qui est donc le Tesseract dans le MCU. Et donc le porteur de cette gemme qui n'est pas forcément un esquiveur aura donc la capacité de voyager dans l'espace. Donc maintenant je vais parler du monde dans l'espace avec des planètes. Donc déjà il y a deux types de scénarios avec l'espace. Alors soit on a des catastrophes ou des expériences vécues par des humains dans l'espace. Donc par exemple avec Gravity, Interstellar ou même Seul sur Mars, même si chacun explore une voie différente. Ou sinon on a des films où on rencontre d'autres espèces ou d'autres planètes, comme par exemple la saga Alien, mais le film ne se déroulera pas forcément dans l'espace. C'est le cas avec Mars Attack, on rencontre des extraterrestres, mais on ne va pas dans l'espace, c'est eux qui viennent à nous. Mais ils y font quand même mention. Après on a un cas très différent qui s'appelle La planète des singes, la saga originale. Alors elle mélange une histoire d'espace, de temps et qui m'offre donc une superbe transition pour vous parler du temps. Grâce à la DeLorean, aux pierres d'infinité ou au temps à relativité dimensionnelle interspatiale, plus connu sous le nom de TARDIS, on peut voyager dans le temps. Donc le principe de base est la contrainte changer un événement du passé modifiera le futur de ce passé. Plus récemment, spoiler, Avengers Endgame a instauré une nouvelle vision du voyage dans le temps. Avec le fait qu'un événement changé du passé n'affectera pas le futur de tout le monde, mais seulement le futur de la personne concernée. Mais sinon la contrainte de base est présente dans presque tous les films de voyage dans le temps. Et donc parfois les personnages retournent dans le passé pour changer leur présent, comme Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors s'il n'y a qu'un univers et qu'il y a du travel time, ça formera une boucle temporelle. C'est-à-dire que la boucle est condamnée à se répéter et à faire les mêmes choses. En gros, je vais dans le passé, je reviens en ayant changé une chose, et bien le moi du futur fera la même chose. Et normalement, la boucle est censée se répéter sans faille. Sauf que bien évidemment, il y a une exception. Donc là, votre cerveau va vraiment fuser. Je vais me mettre debout pour mieux vous l'expliquer. Donc alors, imaginons que je suis en 2019 et que je veux regarder ce DVD. Sauf que ce DVD, je l'ai vendu en 2018. Du coup, je vais revenir dans le passé en 2017 parce que ce DVD-là, je l'ai acheté, on va dire, en 2015-2016. Du coup, je l'emprunte en 2017 et donc je reprends en 2019 et je le regarde. Et pour pas que mon présent soit changé, il faut que je le ramène au moins une seconde après l'avoir pris pour ne pas rencontrer mon double du futur ou du passé, parce que c'est très déconseillé. Parce que imaginons que je le ramène au moment où je l'ai pris, là je vais le rencontrer mon double. Sauf que c'est pas mon double du passé ni du futur, mais c'est mon double du passé d'il y a quelques heures de mon présent qui est désormais changé. On avait vu cette thématique dans un épisode du Visiteur du futur. Ça y est, vous avez suivi? Oh mais il est défait le poster là. Monsieur One Punch Man. Si par contre je décide de ne pas ramener le DVD en 2017 mais de le garder en 2019, je vais créer deux univers alternatifs. Ce qui me fait encore une fois une superbe transition pour vous en parler. Du coup, dans le premier univers, il n'aura plus le DVD à partir de 2017 parce que je l'aurais pris mais je l'aurais pas ramené. Tandis que le second, il aura normalement le DVD en 2017, il l'aura plus ensuite jusqu'en 2019 parce que je l'aurais vendu, sauf que j'ai retourné dans le passé pour le revoir en 2019. Et du coup ce DVD je vais le prendre de l'univers original qui sera donc le premier univers en quelque sorte. Et c'est ce qui se passe avec Terminator Genesis je crois, sauf que en fait personne n'a rien compris à ce film. Le travel time et les univers parallèles, c'est les branches les plus compliquées à comprendre dans la SF. Alors quand je pense à un scénario post-apocalyptique, je ne pense pas forcément à la fin du monde, mais plutôt d'un futur proche ou lointain qui serait délabré, sans vie. Donc c'est un peu le cas avec Terminator Renaissance, et les films post-apocalyptiques peuvent comporter des zombies ou alors des créatures malfaisantes, même si c'est pas obligé que le film du coup soit post-apocalyptique. Parce que ces créatures-là, on peut les trouver dans les films d'horreur, sauf que les films d'horreur, c'est pas une branche scénaristique, c'est une catégorie de films.
Bon, après, j'ai pas grand chose de plus à dire sur les films post-apocalyptiques. Du coup, les mots de cette vidéo à retenir, même si c'est moi qui les ai inventés. Donc on a un esquiveur et les contraintes. En gros, un esquiveur, c'est une personne qui a potentiellement des pouvoirs et qui peut esquiver des contraintes placées dans la science-fiction. La SF, c'est une œuvre fantastique qui n'aura potentiellement jamais lieu dans notre univers. Et potentiellement ou normalement, des mots que j'ai beaucoup utilisés dans cette vidéo, parce que je suis pas sûr à 100% de ce que je vais dire, mais plutôt à 99%. Du coup, cette longue vidéo sur un PDF sur la science-fiction est terminée. J'ai rien d'autre à vous dire et ciao.